Pour plusieurs Ivoiriens, la seule question qui prévaut actuellement, c'est de savoir ce qui adviendra en 2025. Qu'est-ce qui se passera? Serons-nous confrontés à ce que nous avons vécu en 2010? C'est ça la question qu'il se pose. Alors, nous nous sommes donnés pour mission de revenir sur les événements de 2010, permettre à ce qu'on puisse comprendre et quelque part ne plus commettre les mêmes erreurs de 2010 pour vivre des élections saines, paisibles, joyeuses, festives même en 2025 au sein de la Côte d'Ivoire. Alors, relativement à cette mission, nous avons donc décidé sur une longue série de plusieurs vidéos qui vous permettront de comprendre la quintessence de l'événement qui a poussé la Côte d'Ivoire dans la crise en 2011, de savoir en réalité qu'est-ce qui s'est passé en 2010. Alors aujourd'hui, on verra donc l'organisation de l'élection de 2010. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont fait basculer cette élection et d'aucuns diront que c'est ce qui a permis de faire vaciller la Côte d'Ivoire dans ce qu'elle a connu, la crise civile. Mais sans commentaire, je vous laisse donc suivre la vidéo pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé pendant l'organisation de cette élection de 2010. Alors, si vous êtes bien installé, n'hésitez surtout pas à prendre une feuille et un stylo et c'est parti. L'élection présidentielle de 2010, organisée dans un contexte très particulier, fera apparaître des événements très alarmants et particuliers à la fois. Le premier, c'est celui qui est survenu dans le 7e mois de l'année 2009. En fait, en juillet 2009, alors que la France pressent l'avènement de l'élection présidentielle de 2010, elle va remplacer son diplomate, alors ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, en l'occurrence M. André Janier, par un diplomate baroudeur, c'est-à-dire un diplomate qui a pour habitude de gérer les dossiers chauds, d'être dur, percutant. Aucune négociation avec M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo n'existe plus. M. Laurent Gbagbo est enfermé dans sa cave. Il n'existe plus. Défendre les intérêts de la France vaille que vaille, comme si l'État français savait que la Côte d'Ivoire allait traverser une guerre civile. C'était en l'occurrence M. Jean-Marc Simon. M. Jean-Marc Simon a donc remplacé M. André Janier et est donc devenu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire dès juillet 2009. La preuve que Jean-Marc Simon est un homme des dossiers chauds se voyait également à travers son parcours. Il a occupé des postes très sensibles car il a été ambassadeur de France à Manille, aux Philippines, N'Djamena au Tchad, Beyrouth au Liban, Téhéran en Iran, Bangui en Centrafrique, Abuja au Nigeria et Libreville au Gabon. Tout ça au compte de la France. Par ailleurs, Jean-Marc Simon fut directeur adjoint de cabinet de Michel Roussin, puis directeur de cabinet de Bernard Debré, de 1994 à 1995, et ensuite de Jacques Godefrin de 1995 à 1997. Mais en Côte d'Ivoire, alors que plus personne n'y croyait vraiment, après 6 reports successifs, le premier tour de l'élection présidentielle va finir par être fixé en octobre 2010, mais dans un contexte très particulier. On en viendra tout à l'heure. Après des années de manœuvres dites dilatoires et de tout genre en provenance du camp présidentiel, plusieurs observateurs se demandaient ce qui a convaincu et poussé le président, son Excellence Laurent Gbagbo, à organiser cette élection présidentielle d'octobre 2010. Pour certains journalistes, cela était dû à 2 raisons. Outre la pression internationale, il semblait bien que le président Gbagbo ait été convaincu par une partie de son entourage qui lui prédisait une victoire éclatante et surtout un sondage qui lui était unanimement favorable. Au total, il s'agissait de 10 sondages, 8 TNS s'offrent, un Gallup et une IREP, mais le processus était confié principalement à l'Institut français TNS s'offre. Les enquêtes d'opinion ont toutes abouti au même résultat, disant que le président Laurent Gbagbo arriverait systématiquement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Cette même enquête disait également qu'au second tour, il l'emporterait confortablement face à l'ex-président Henri Konan Bédié, où ce serait une victoire très large face à l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Dans tous les sondages qui lui ont été montrés, M. Alassane Ouattara arrivait généralement en 3e position et il battait à coup sûr M. Henri Konan Bédié. C'est en ce sens qu'à la veille du scrutin, le candidat Laurent Gbagbo faisait part d'une confiance à toute épreuve et il a même dit « En matière électorale, le risque zéro n'existe pas ». Ainsi, après avoir résisté aux rebelles du Nord en 2002, aux Français en 2004, aux Nations Unies depuis 2005, le chef de l'État de Côte d'Ivoire se sentait très confiant. En plus de cela, il faut signifier que la Côte d'Ivoire d'antan était un pays où un électeur sur 2 avait moins de 35 ans et où un tiers de l'électorat vivait majoritairement à Abidjan, une ville profondément métissée à l'époque.
Mais de son côté, le RDM, membre du RHDP, a fait un gros travail de fond à travers tout le pays depuis des mois en mobilisant des potentiels électeurs pour qu'ils s'inscrivent massivement pour voter en sa faveur. La liste définitive comportait 5,7 millions d'électeurs, alors que des spécialistes et des études estimaient le corps électoral entre 7,5 et 9 millions d'électeurs. Les nouveaux électeurs, comme l'on le disait, étaient en grande partie originaires du nord du pays. Depuis des années, l'ex-premier ministre Alassane Ouattara et son entourage attendaient ce moment avec impatience. L'un de ses proches disait à cet effet « Si Ado peut s'exprimer librement et faire campagne, il va tout emporter sur son passage. » De son côté, fort de l'implantation nationale de son parti, le PDCI de l'ex-président Henri Konan Bédié était certain de rafler la mise car très puissant en 2010. En un mot, chacun des trois principaux prétendants avait de vrais motifs pour organiser et prendre part à ces élections de 2010. C'est ce rêve tripartite, poussé par la volonté du peuple ivoirien de sortir de guerre, qui va permettre d'organiser effectivement cette élection. Même pour son organisation, cette élection devait être mise entre les mains, sous le contrôle d'une commission électorale indépendante. Il faut signifier que, conformément à l'article 32, alinéa 4 de la Constitution, l'organisation et la supervision du référendum et des élections sont assurées par une commission indépendante dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, dès le 9 octobre 2001, le président Gbagbo a créé cette commission qui porte le nom de Commission électorale indépendante destinée à remplacer dans les scrutins à venir le ministère de l'Intérieur qui depuis 1960 organisait les élections en Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de l'accord de Pretoria du 6 avril 2005, la composition de la CEI pour l'élection qui allait suivre était exceptionnellement faite de 2 représentants désignés par chaque parti signataire des accords de Makoussi du 24 janvier 2023. Dans ces conditions, l'opposition surreprésentée à Makoussi risquait de détenir la majorité qualifiée dans la CEI. Pour pallier ce risque, il a été institué un mécanisme de consensus qui prévoyait que toute décision de la CEI devait être prise à l'unanimité. Pour l'élection présidentielle qui devait se tenir avant fin 2010, une CEI a donc été mise en place conformément aux engagements pris. La CEI était donc présidée à l'époque par M. Robert Begré-Mambé, issu du PDCI RDA. Mais un grand changement surviendra au début de l'année 2010, car une rumeur de manipulation frauduleuse de la liste électorale commençait à circuler dans les milieux politiques à Abidjan. En fait, le président de la CEI, M. Begré-Mambé, était soupçonné d'avoir tenté d'introduire près de 500 000 noms d'électeurs pour gonfler la liste électorale et ce, au profit du candidat Alassane Ouattara. La commission électorale indépendante, CEI, avait publié le 23 novembre 2009 une liste électorale provisoire répertoriant 5,3 millions de personnes, l'inscription restant à être confirmée pour environ 1 million d'autres. Alors que cette liste provisoire était bien équilibrée, crédible et faisait l'objet d'un consensus de la part des principaux acteurs politiques, un autre événement est survenu. Il s'agit d'un problème concernant la procédure de recours, alors que la CEI, procédant à une vérification du million de personnes non identifiées, a publié une seconde liste qui n'avait rien à voir et qui regroupait 429 000 personnes identifiées. C'est de là qu'est parti le litige et la supposition de fraude provenant de M. Robert Begré-Mambé. Vous savez très bien que l'actualité politique nationale a été ces temps-ci marquée par la question qui s'est posée sur les différents croisements. Je voudrais dire aux Ivoiriens ce qu'il en est. Premièrement, pour nous assurer, je dis bien pour nous assurer, d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, nous avons eu, avec la commission électorale indépendante, à prendre des dispositions qui consistaient à appeler les Ivoiriens à venir se faire enrôler. Après cet enrôlement, nous avons convenu avec la CEI et les structures nationales de procéder à ce qu'on a appelé les croisements. Et comme vous le savez, le premier croisement qui a été réalisé avait donné le chiffre de 2 700 000 personnes que nous n'avions pas trouvé dans les fichiers historiques et sur la liste électorale de 2000.
par rapport aux critères qui avaient été préalablement définis. Après une réunion consensuelle, nous avons demandé à nouveau aux opérateurs techniques à qui revenait la responsabilité de faire les croisements, de faire à nouveau de nouveaux croisements. La SAGEM et l'INS ont procédé à ce croisement. Ça nous a donné un chiffre de 1 900 000 qui n'était toujours pas retrouvé. Nous avons, à la suite d'une autre concertation, à Yamoussoukro, avec le chef de l'État, décidé de demander à la SAGEM et à l'INS de faire un dernier croisement sur la base de nouveaux critères que nous avions admis. Ces croisements ont donné deux listes. Une première liste, la liste provisoire, où ont été validés 5 300 000 Ivoiriens pour être sur la liste provisoire. Et 1 33 000 dont le statut restait à définir. Nous avons donc décidé avec le chef de l'État que pour les 1 33 000, cette liste devait être affichée pour permettre à tous ceux Ivoiriens qui se retrouveraient dans cette liste de 1 33 000 de venir faire une réclamation en apportant les preuves subséquentes pour être admis sur la liste définitive. Voilà la décision que nous avions eu à prendre avec le chef de l'État à Yamoussoukro. Donc ces listes ont bien entendu été publiées et affichées. Et le contentieux s'est ainsi ouvert. Donc les Ivoiriens ont été appelés. Pour ceux qui se retrouvaient sur la liste des 5 300 000 à faire des réclamations, soit pour corriger les noms, soit on pourrait faire aussi des contestations pour demander la radiation de certaines personnes, eu égard aux critères définis. Pour les 1 33 000, les Ivoiriens qui y sont ont été invités à venir présenter leur dossier pour être admis sur la liste définitive. Donc nous étions dans cette disposition. Et la CEI, au dire du président de la commission électorale indépendante, a aussi fait un autre croisement. Elle nous en a tenu informés. À la réunion dernière, nous avons déclaré que le croisement que la CEI avait eu à faire était nul et de nul effet puisqu'il n'intégrait pas la procédure qui avait été préalablement établie et que je viens d'indiquer. Alors, c'est à la suite de ça qu'il y a eu beaucoup de confusion, de débats dans la presse. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au calme et à la sérénité. Le croisement qui a été fait par la CEI pour sa propre gouverne, croisement interne à la CEI pour sa propre gouverne, nous l'avons déclaré irrecevable pour être intégré sur la liste définitive. En ce qui concerne le candidat M. Alassane Ouattara, il faut préciser que malgré les thèmes de l'article 35 de la Constitution qui l'empêchait et de la décision du 6 octobre 2000 de la Cour suprême, grâce à la volonté du président Laurent Gbagbo et la pression de la communauté internationale qui tendait vers la préservation de la paix et l'avenir du pays, a poussé le président Laurent Gbagbo à permettre une lecture extensive de la Constitution. Pour mieux comprendre, il faut retourner en avril 2005, où une réunion est organisée à Pretoria sous l'égide de son Excellence Thabo Mbeki, le président sud-africain qui faisait office de médiateur dans la crise ivoirienne. Le matin d'une des rencontres, programmée entre tous les protagonistes, dont messieurs Ouattara, Bédié, Soro et le premier ministre d'antan, Sédou Diarra, le président Gbagbo a demandé au président sud-africain de le voir seul, assisté de sa directrice adjointe, Sarah Touré, qui faisait office de traductrice.
Le président Gbagbo lui a expliqué qu'il se sent disposé à prendre toute initiative susceptible de résoudre la crise dans le cadre d'un schéma électoral comme le proposait M. Thabo Mbeki. Cependant, il devait tenir compte de son propre électorat qui, selon lui, n'était pas prêt du tout à voir l'ex-premier ministre Alassane Ouattara prospérer dans son idée d'être candidat à l'élection présidentielle. Pour remporter l'adhésion des siens, le président Gbagbo a demandé à M. Thabo Mbeki de lui écrire une lettre l'invitant avec insistance à prendre l'initiative la plus à même pour faire avancer la résolution de la crise. C'est ainsi que le président sud-africain Thabo Mbeki a pris les devants et a rédigé une lettre. C'est dans ces conditions que le président Gbagbo a pris la décision d'utiliser l'article 48 de la Constitution qui donnait des pouvoirs spéciaux au président et qui disait ceci. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit. C'est ainsi qu'à son retour de Pretoria, le président Laurent Gbagbo a entamé une longue série de rencontres avec les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, organisations de la société civile pour les informer de la requête du médiateur et recueillir leur avis. Suite à cela, le 15 juillet 2005, il s'est adressé à la nation pour dire aux Ivoiriens que M. Alassane Dramane Ouattara pouvait, s'il le désirait, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005, et ce grâce à un décret. De surcroît, et sur la base de l'article 48 de la Constitution ivoirienne, le président Gbagbo a permis par la suite la candidature du président Bédié qui avait dépassé l'âge en 2010. Mais en ce qui concerne le cas de l'ex-premier ministre M. Ouattara, il a stratégiquement piégé ce décret en précisant qu'il n'est valable que pour l'élection présidentielle de 2005, donc une élection après la signature de ce décret. Compte tenu de l'évolution de la situation, les étapes prises dans la réunification du pays, cette élection de 2005 a été en plusieurs étapes repoussée jusqu'en 2010. En ce sens qu'au lieu de l'élection de 2005, M. Alassane Ouattara était candidat en 2010. Le problème de l'éligibilité résolu, il fallait régler maintenant celui des électeurs et de l'organisation de l'élection présidentielle. L'établissement de la liste électorale définitive, précédé d'une longue période d'audience foraine destinée à recenser qui pouvait s'inscrire pour le scrutin, constituait donc les étapes majeures du processus qui restaient à suivre. Mais quelque part, le président Gbagbo gardait stratégiquement un verrou entre ses mains. C'est celui de la prise de décision consensuelle au sein de la commission électorale indépendante. Pour établir la liste électorale, il fallait organiser des audiences foraines. Ces audiences foraines étaient des séances organisées par des équipes de fonctionnaires mandatés par la CEI qui se déplaçaient dans tout le pays pour identifier et inscrire les électeurs potentiels, surtout après plusieurs années de partition de fait et le déplacement d'importantes franges de la population fuyant la guerre. Ce travail était donc indispensable pour reconstituer une liste électorale fiable. C'est donc dans ce contexte que l'acte posé par le président de la CEI, M. Robert Begue-Mambé, était perçu comme un manquement grave à sa mission pouvant faire capoter tout le processus. C'est en ce sens qu'en ce qui le concerne, fin janvier 2010, un dimanche alors que le président Laurent Gbagbo rentrait d'une visite à Malabo où il a rencontré le président équato-guinéen, son excellence Obiang Nguema, après l'accueil protocolaire habituel, le président a reçu ses proches collaborateurs dans un petit salon du pavillon d'honneur de l'aéroport. Là-bas, il a évoqué brièvement son voyage en Guinée équatoriale, mais c'est surtout étalé sur le cas Begue-Mambé. Car pour lui, au-delà de la triche avérée que le président de la CEI avait fait preuve, le président Gbagbo a marqué son étonnement sur le chef de la CEI et a pris ses collaborateurs à témoin lorsqu'il disait « Vous vous rendez compte, ce monsieur qui tente de frauder le processus électoral est aussi le pasteur de l'église où je me rends souvent. Ainsi, le dimanche, il porte la parole de Dieu et en semaine, il commet des actes délictueux. » Dans l'univers conceptuel du président Laurent Gbagbo, c'était quelque chose qui paraissait comme étant incompréhensible. Mais il faut le signifier, en politique, ça fait partie du jeu. Surtout en Côte d'Ivoire à l'époque. Quelques jours plus tard, en l'occurrence le 12 février 2010, le président Laurent Gbagbo a pris la décision de dissoudre la CEI et à la surprise de beaucoup, il a dissous par la même occasion le gouvernement issu de l'accord politique de Ouagadougou.
destitué, très rapidement, le Premier ministre Guillaume Soro a été reconduit, mais comme il l'a annoncé dans son discours diffusé à la RTI, le président a décidé de ne plus accepter dans la nouvelle équipe gouvernementale certains des ministres sortants, car pour lui, était coupable de miner le processus de réconciliation et la bonne marche vers l'élection présidentielle de 2010. Le gouvernement est dissous. Je reconduis le Premier ministre Guillaume dans ses fonctions. Il est chargé de me proposer, dès le lundi 15 février 2010, un nouveau gouvernement. C'est là l'expression de la dictature dans sa forme la plus achevée. C'est une décision inadmissible, inacceptable. M. Gbagbo n'a aucune preuve de ces 429 000 personnes, de l'inscription de ces 429 000 personnes sur la liste électorale. Parce que la liste électorale définitive qu'on a aujourd'hui, là-dedans, il n'y a pas ces 429 000 personnes. Donc M. Gbagbo, comme à son habitude, en tout irresponsable, monsieur s'est permis d'envoyer un dossier qu'il pouvait régler avec le président de la CEI. Il l'a envoyé sur la place publique, juste simplement pour mettre la confusion dans la tête, dans la mémoire des Ivoiriens et des observateurs de la politique ivoirienne. Ce que nous revendiquons est tellement sérieux que nous ne voulons pas le faire dans le bruit. Il s'agit de la crédibilité de l'organe, de l'impartialité de l'organe qui va organiser les élections devant sortir la Côte d'Ivoire de la crise. C'est de cela qu'il s'agit. Et une telle revendication ne se fait pas dans le bruit. D'autant plus que le mis en cause lui-même présente ses excuses à la nation, reconnaît un dysfonctionnement au sein de cet organe. La question que nous posons, c'est: allons-nous aux élections avec un organe au sein duquel il y a un dysfonctionnement, à l'insu de son premier responsable? Ou voulons-nous aller aux élections avec un organe sérieux qui sait la responsabilité qui l'incombe? Les jours qui suivirent, le RHDP se rendit très rapidement dans le Bédier-Land pour une concertation avec l'ex-président. Au sortir de ce conclave, le RHDP publiait un communiqué où, se solidarisant de la population, il s'indignait des propos du président Laurent Gbagbo. Il lui rappela que son mandat étant fini depuis des années, il ne saurait de son propre chef dissoudre un gouvernement qui a été monté surtout par consensus politique. En un mot, le RHDP disait « niet » au président Gbagbo pour la dissolution du gouvernement issu des accords politiques de Ouagadougou. Le message radio-télévisé du chef de l'État, M. Laurent Gbagbo, par lequel il annonce la dissolution de la commission électorale indépendante et la dissolution du gouvernement. M. Laurent Gbagbo, en prenant tout seul ces graves décisions qui mettent en danger notre pays, violent la Constitution, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et tous les accords de paix, notamment l'accord politique de Ouagadougou, auquel il tente désespérément de s'accrocher comme à une bouée de sauvetage. En effet, le mandat du président Gbagbo a expiré depuis le 30 octobre 2005. C'est au terme de la résolution 1633-2005 du Conseil de sécurité des Nations Unies que M. Gbagbo a été maintenu jusqu'à ce jour comme le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Ces décisions de M. Laurent Gbagbo sont antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Elles constituent un véritable coup d'État. En conséquence, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix proclame qu'à compter de ce même jour, vendredi 12 février 2010, il ne reconnaît plus M. Laurent Gbagbo comme chef de l'État de Côte d'Ivoire. Pour la démocratie et la paix déclare nul et de nul effet les décisions de dissolution de la commission électorale indépendante et du gouvernement. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix ne reconnaîtra ni la nouvelle CEI, ni le nouveau gouvernement en formation
selon les termes de M. Laurent Gbagbo. Dans la même période, un scandale de 508 millions de francs CFA fit la une des journaux. C'était en l'occurrence M. Kwasi Oussou, le directeur général de l'économie, qui se retrouvait au centre de ce scandale. Plusieurs semaines plus tard, en l'occurrence le 4 mars suivant, le gouvernement a été formé et était prêt pour l'élection présidentielle. Le président Gbagbo, pour montrer sa suprématie, a donc accordé un délai à ses opposants afin qu'ils reviennent au gouvernement. Après son mécontentement, ce délai a permis au RHDP de revenir, mais sans principalement messieurs Ahmed Bakayoko, Amadou Gon Coulibaly, Patrick Kachi et Rémi Alakwadio, les ministres dont le président Laurent Gbagbo ne souhaitait plus la présence dans l'équipe gouvernementale. De même, pour la CEI, le président Gbagbo n'a pas voulu rompre l'équilibre et a encore nommé un opposant, membre du PDCI-RDA, à ce poste. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Youssouf Bakayoko, qui est devenu le président de la CEI. Très rapidement, le nouveau président de la CEI a prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 25 février 2010 au palais présidentiel, donc bien avant la formation du nouveau gouvernement en 2010. Je rends grâce à Dieu de nous avoir aidés à réaliser un peu plus de 95% des tâches difficiles et délicates inscrites au calendrier électoral. Cette progression n'a été possible que grâce au concours des personnalités que nous allons citer. Grâce à l'encouragement, au soutien et à la détermination des plus hautes autorités de l'État. Grâce à l'ONUCI, grâce aux bailleurs de fonds et au PNUD, qui en étaient les gestionnaires, grâce à l'Union européenne et à ses pays membres, grâce à la CEDEAO, au Japon et à la Chine. M. Robert Begré-Mambé nous remet ce jour le bâtiment qu'il a conduit et nous en prenons le gouvernail pour le mener à bon port. Le 7 août de la même année, c'était le cinquantenaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et à cette occasion, le président Gbagbo a décidé de créer une commission ad hoc pour faire de cet anniversaire un moment de réflexion et de proposition. C'est en ce sens qu'il a procédé sur l'esplanade du palais présidentiel au lancement officiel des manifestations. Le point d'orgue de ces manifestations était la tenue à Yamoussoukro, la capitale du pays, en début du mois d'août, d'un colloque international qui a fait le bilan des 50 premières années du pays et aussi proposé des perspectives pour les 50 à venir. Celui-ci était précédé de 3 colloques. À ce moment-là, tout portait à croire que le pays avançait vers des échéances électorales apaisées, car la population ivoirienne était déterminée à se rendre aux urnes, mais les hommes politiques également étaient droits dans leurs bottes. C'est donc dans son discours de clôture du colloque de Yamoussoukro que le président confirmera la tenue de l'élection présidentielle dont le premier tour a été fixé au dimanche 31 octobre 2010, et ce par le décret numéro 2010-207 du 5 août 2010 portant convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire. Dès cet instant, tous les Ivoiriens étaient dans une joie mitigée, pas un doute, et la communauté internationale était de son côté très en phase avec cette déclaration pour laquelle elle s'est battue depuis des années. À l'époque, il n'y avait pas que la France qui a remplacé son ambassadeur, car les États-Unis ont fait de même, juste après la déclaration du président Gbagbo qui a annoncé l'élection présidentielle. C'est en ce sens que l'ambassadrice Wanda Nesbitt, en poste depuis le 25 septembre 2007, a été rappelée à Washington le 22 août 2010 pour être remplacée par un diplomate baroudeur, en la personne de M. Philip Carter-Tree, le 23 août 2010. Au regard de ces changements, le ton était déjà donné, et il était bien clair. Avec 5 ans de retard, l'élection présidentielle se profilait désormais de façon certaine, malgré de nombreuses interrogations sur l'environnement du scrutin, en particulier le plan sécuritaire. Mais conformément à la pression de la communauté internationale qui exigeait une élection dans les meilleurs délais,
et lui imputait la responsabilité des reports successifs, le président Gbagbo était résolu à l'idée d'aller aux élections dans un contexte loin d'être satisfaisant selon beaucoup de critères, entre autres la présence à près de 70% d'opposants issus du RHDP au gouvernement, lui-même dirigé par l'ex-chef revendiqué de la rébellion, aussi le maintien dans la zone CNO de nombreux groupes armés dépendant toujours des COMZONE, les commandants de zone, l'ossature des forces rebelles. Malgré les incertitudes sur la qualité de la liste électorale dont l'établissement a été confié à la filiale du groupe français Sagem Sécurité, dont le représentant à Abidjan, Sidi Kagnassi, est un proche des dirigeants des forces nouvelles, le président Laurent Gbagbo a accepté de jouer le jeu tout en préparant également son coup. En réalité, et en ce qui concerne la liste électorale, il faut savoir que dès 2002, l'entreprise locale Sagem, la filiale du groupe français Safran, avait signé un contrat avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Émile Bogadoudou, qui a été assassiné dans la nuit du début de la tentative de coup d'État, le 19 septembre 2002. L'entreprise était chargée de confectionner les nouvelles cartes d'identité et de procéder à l'identification de la population en vue de l'établissement des listes électorales. Le montant du contrat initial s'élevait à 46 milliards de francs CFA. Mais la crise politique a empêché le gouvernement d'engager le processus électoral. Ainsi, en décembre 2005, le Premier ministre M. Charles Konan Banny a lancé un appel d'offres international. Mais cet appel d'offres était un appel de façade, car en réalité, avant même de lancer cet appel, le Premier ministre avait déjà envoyé un émissaire en la personne de M. Patrick Hachi en éclaireur à Paris pour négocier avec la société Sagem. Le représentant de Sagem en Côte d'Ivoire était donc M. Sidi Kagnassi. C'est un homme au passé tumultueux en lien avec la rébellion. Personnage influent, il s'est fait connaître pour ses déboires dans l'exportation du coton. Il était l'homme de confiance de Sagem en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en janvier 2007, un nouveau contrat a été signé à hauteur de 66 milliards, dont 48 devant revenir à la société Sagem et le reste destiné aux entreprises sous-traitantes. Avec l'accumulation de retard, l'addition a explosé. Au final, l'État ivoirien devait verser 160 milliards de francs CFA à la société. Après pot de vin, trafic d'influence, négociations et consorts, cette élection fut déclarée la plus chère du monde car elle a coûté en réalité plus de 200 milliards de francs CFA, soit 80 $ par électeur inscrit sur la liste. L'addition a été payée presque intégralement par l'État ivoirien avec les revenus du pétrole et du cacao. Tout portait à croire que la Côte d'Ivoire était prête à organiser ces élections. C'est en ce sens que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et plein d'autres organisations ont dépêché des observateurs afin de superviser ces élections, en partant de la liste électorale à la validation des résultats proclamés. Entre nous, on s'est déchiré. Donc entre nous, on prend aussi le temps de recoller les morceaux. Bien sûr, on ne pourra jamais tout arranger avant de faire les élections. Mais il faut arranger au moins ce qui est essentiel et qui va faire qu'après, il n'y aura plus la guerre. C'est ça que nous faisons. Nous, on va faire les élections tranquilles et puis après, la vie va continuer. Et comme vous avez pu remarquer, la Côte d'Ivoire est passée par plusieurs événements. D'abord, tout le monde doutait de la tenue de l'élection en octobre 2010. Il y a eu d'abord la tension au sein des différents partis, donc l'opposition surtout contre le Front populaire ivoirien, détenteur du pouvoir à l'époque. Il y a eu également le retournement de la situation, la dissolution de la CEI, mais la dissolution du gouvernement qui a fait trembler la Côte d'Ivoire. Tout le monde a commencé à douter de la tenue de l'élection en octobre 2010. Mais le président de la République, après le colloque, a réussi à rassurer tout le monde relativement à la tenue de cette élection. Et dans la prochaine vidéo qui sortira le dimanche à venir, vous allez être témoin de ce qui s'est passé au premier tour. Donc, comment les candidats sont allés présenter les candidatures, comment est-ce qu'ils ont été reçus, quels ont été ceux qui ont été reçus, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces élections et en l'occurrence au premier tour. Alors, on va rentrer dans les détails, les moindres détails afin qu'on sache tous ce qui s'est réellement passé. Voici en quelques minutes, en ce qui concerne ce cas, ce qui est arrivé à notre Côte d'Ivoire. Au passage, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui, je suis vêtu d'un polo particulier. Et ici, vous pouvez voir le logo, il est à Caen. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est une haie ethnique parmi les 4 grands haies ethniques en Côte d'Ivoire. Alors ce polo, du moins la marque de ce polo, c'est Kédébar. Alors c'est une marque très particulière car elle est développée par des jeunes Africains, en l'occurrence de très jeunes, déterminés, motivés Ivoiriens qui veulent apporter le changement. Vous êtes tous unanimes et prêts dans les commentaires à dire que ce qui manque à la Côte d'Ivoire, ce qui manque à l'Afrique, c'est la solidarité. Vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez pour atteindre le niveau de souveraineté nécessaire pour parler de développement en Côte d'Ivoire.
Alors, voici le début de ce grand pas que vous voulez faire. Vous voulez que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Alors, c'est le lieu de soutenir cette marque. Vous voulez que la Côte d'Ivoire ait également un Elon Musk. C'est le lieu de soutenir ce polo, de soutenir cette marque. Vous voulez également que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays qui sont en train de prendre leur destin entre leurs mains. C'est le lieu de soutenir cette marque. Alors, dans la description, je vous mets toutes les informations relativement au contact de cette marque pour que vous puissiez vous en procurer. Alors, n'hésitez pas à soutenir ce produit. Ce serait la démonstration de votre volonté à conduire la Côte d'Ivoire vers un État souverain où les Ivoiriens eux-mêmes ont le destin économique du pays entre les mains. Alors, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et on se dit donc à très bientôt.